Lors d'un point presse, le sous-préfet de l'arrondissement de Sarreguemines, Wassim Kamel, et le maire de la ville, Marc Zingraf, ont annoncé la mise en place de plusieurs mesures pour améliorer la sécurité routière et la tranquillité dans la cité faïencière. Il s'agit d'un travail entre la sous-préfecture, la mairie, la police nationale et la police municipale. Radars mobiles, renforcement des contrôles ou encore des aménagements urbains pour ralentir les vitesses ont été évoqués. On a eu beaucoup de remontées de la part des habitants que les chiffres documentent sur le fait qu'on roule trop vite à Sarreguemines, qu'il y a des excès de vitesse permanents, que ces excès de vitesse, il y a une grande partie qui sont dus à la consommation d'alcool, de stupéfiants, et ça devient insupportable et pour la population, en termes de sécurité, mais aussi ça met en danger la vie de plusieurs de nos concitoyens. Donc, ce qui a été décidé avec la commune, avec Marc Zingraf, avec le maire de la commune, c'est un renforcement des contrôles. Donc, chaque mois, chaque semaine, il y a des contrôles sur tous les quartiers de la ville. Et puis, nous annoncerons ensemble la mise en œuvre dans les toutes prochaines semaines de radars chantiers sur les 2 axes principaux de la commune. Et là encore, il y a la pédagogie, il y a la répression. Mais le but de cette politique volontariste État-commune, c'est de dire à la population, vous avez soulevé un problème légitime, on apporte une réponse immédiate. C'est la volonté de répondre aux attentes de sécurité et de tranquillité des Sarregueminois. Je reçois régulièrement des courriers, je vois de mes yeux certains comportements. Nous avons eu un certain nombre d'accidents, et quelquefois tragiques, à déplorer. Eh bien, il est tout à fait normal que nous cherchions à rassembler tous les moyens que nous avons pour lutter contre les comportements qui sont dangereux. Alors à un moment où on était, les Sarregueminois dorment avec les fenêtres ouvertes, eh bien, ils constatent qu'il y a beaucoup de bruit et qu'il y a notamment des traversées nocturnes de la ville qui sont extrêmement bruyantes, avec des voitures dont la motorisation, etc., fait un bruit particulier. Il y a des accélérations absolument injustifiées à certains moments, un usage complètement détourné des parkings, quelquefois. Tout cela, nous le savons, c'est repéré. Il y a des actions, il y a des contrôles de police réguliers. Malheureusement, ces contrôles ne peuvent pas mettre fin à tous les comportements trop peu citoyens que nous pouvons constater. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé avec monsieur le sous-préfet à une sécurisation qui passe par des radars qui vont être mis en place à différents endroits. Une performance majuscule. Il y a 2 semaines en Pologne, Philippe Alf de Lassa est devenu vice-champion d'Europe de lancer du disque. Il s'agissait pourtant de sa première compétition internationale, un exploit qui a même surpris le principal intéressé. Mon entraîneur il m'a dit que ça jouait entre la 4e et 3e place, alors que finalement j'ai fini 2e. J'étais très content, j'étais fier de moi. Par ricochet, ce sentiment de fierté anime les personnes qui le suivent depuis des années. À 20 ans seulement, le jeune para-athlète qui habite Blizé-Bersin possède de nombreuses lignes à son palmarès. Il fait plusieurs fois champion de France en para-athlétisme, en lancer de poids, lancer de disque, en catégorie jeune et là jusqu'à cette année en U21 et en senior. Après, il a plusieurs titres aussi au niveau régional, en FFA. Et ça, seulement en athlétisme, car Philippe Alf pratique également la lutte gréco-romaine. Et dans cette autre discipline, le colosse de quasiment 2 mètres qui concourt en 97 kilos a notamment terminé 4e au championnat de France U20. Chaque semaine, il effectue 4 séances d'entraînement d'athlètes et 2 de lutte. En plus de ses qualités physiques évidentes, Philippe Alf est aussi un jeune homme calme et résilient. Philippe est quelqu'un de très persévérant et qui travaille beaucoup et qui ne lâche pas, qui n'abandonne pas vite quand il échoue. Donc il est là pour répéter et encore répéter les choses. Devenu lanceur par hasard et rapidement performant, Philippe Alf pourrait rapidement dépasser son record personnel, établi au disque lors des championnats de France, avec un lancer à 39,19 m. Faire au-delà des 40 mètres, 40-45 mètres, je pense qu'il a les capacités pour. Je cherche à aller plus haut, à chercher plus loin. Et puis l'objectif, c'est d'atteindre les JO. L'an prochain, il espère déjà pouvoir prendre part et bien figurer aux championnats du monde. Ils se dérouleront en novembre 2027 au Caire, en Égypte. Thym, romarin et basilic ont maintenant leur place au verger de Rothes.
Fruit d'un travail de plus de 2 mois, une spirale de plantes aromatiques vient tout juste d'accueillir ses premiers plants. Encore clairsemé, cet espace se positionne à proximité des arbres fruitiers et doit accueillir plusieurs dizaines de plantes aromatiques, locales mais aussi exotiques. Alors on a une quarantaine de plantes aromatiques différentes. On va du Mexique à la Chine, en passant par l'Afrique, mais uniquement pour avoir des petites touffes et touches exotiques. Mais principalement, ce sera du local. Intervenu dans la sélection des plantes, Grégoire Ric était également présent dès l'initiative de ce projet. Le verger collectif, qui compte près de 450 arbres, voulait se diversifier et apporter de nouvelles plantes pour ses membres. Cette idée, elle est venue l'année dernière. Il y avait un arboriculteur de Choyenne qui était là, avec M. Grégoire Ric et notre ancien président, Christian Jousset. Et ils en ont discuté, en fin de compte, ça s'est élaboré. Faut qu'on montre des plantes que les gens ne connaissent pas. Et en plus de ça, on aimerait bien inviter les écoles à venir et des personnes intéressées. En fin de compte, ça nous fait un petit coup de pub. Les différentes plantes ont été récupérées dans des bourses, limitant le coût de l'opération à 2 000 € pour le verger, qui a aussi pu compter sur l'aide de ses bénévoles. On est allé récupérer les pierres chez un agriculteur de Wisswiller, M. Lothaire Pétry, qui nous a gracieusement offert les pierres. Et le reste, c'est une bande de copains qui a mis ça en œuvre. Entamés au mois de mai, les travaux ont poussé la plantation au mois de juillet. Une période pas idéale pour les bénévoles comme pour les plantes. On sort quand même d'une période caniculaire qui est intense. Donc il va falloir arroser, suivre. Et puis il y a des plantes qui supportent, d'autres supportent moins. C'est comme les humains. On est logés à la même enseigne. La spirale finale devrait voir le jour pour le week-end du 25 juillet, pile à temps pour les journées portes ouvertes du verger qui se dérouleront le samedi soir et le dimanche dès 11h. Et si les animaux jouaient les soignants à l'EHPAD ? Durant toute la journée, les résidents de l'établissement Albert Schweitzer ont chouchouté chevaux et lapins. Pas seulement observateurs, ils ont pu partager un moment privilégié avec eux et pour les plus courageux, rentrer dans le parc. Une animation qui a vu le jour il y a quelques mois est très attendue au sein de la résidence. Là, c'est la deuxième fois que j'interviens. Donc, la première fois, c'était donc, il y a 2 mois. Et ça avait vraiment bien plu aux résidents. Ils étaient vraiment heureux. Ça leur a fait vraiment du bien mentalement. Ça les calme, ça les détend. On voit vraiment que c'est flagrant chez certaines personnes. C'est une source d'apaisement. En plus des sorties cinéma et musées organisées tout au long de l'année, l'équipe encadrante voulait intégrer de la médiation animale à leur programme. C'est naturellement que les soignants ont mis à disposition leurs animaux personnels pour le bien-être des occupants. Alors en fait, ils sont venus nous voir pour nous demander si ça pouvait nous intéresser de faire venir les animaux. Parce que moi, ils savaient que j'avais 4 chevaux et on s'est dit que ça pouvait être intéressant. Et là, comme dit, je me suis dit, je vais ramener mes chevaux, mais pas juste un, les 4. Parce que plus on est, plus on rit. Et puis chaque cheval est différent et ils ont à chaque fois une autre approche avec les personnes. C'est comme le Dalton. J'ai les 4 tailles. Donc il y en a, ils sont plus à l'aise avec les petits et d'autres avec les grands. Rien qu'à voir les sourires sur les visages, l'animation a fait l'unanimité. Tous étaient enchantés par cette visite particulière. Un animal, il comprend si on est bien ou si on est mauvais. Si on a un bon caractère ou mauvais caractère. C'est agréable. Et c'est super bien de voir et de contacter avec les animaux. Ça change des autres après-midi. Une journée riche en souvenirs pour les 80 résidents de l'EHPAD. Organisée pour la seconde fois, l'activité devrait se renouveler dans les mois à venir pour le plus grand bonheur de tous. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Demain, la journée commence sous le soleil, mais dans l'après-midi, le temps devient franchement instable et les nuages finissent par dominer. Les températures 17 degrés le matin et jusqu'à 28 degrés l'après-midi. Demain, le soleil se lèvera à 5h54 et se couchera à 21h22. N'oubliez pas de souhaiter une bonne fête aux ânes. Très belle journée à tous sur Mosaïque Cristal.
Cet été, faites le plein de fraîcheur et d'économie chez Intermarché. Entre amis ou en famille, profitez pleinement de chaque instant grâce à nos produits incontournables de la saison. Et pour les gourmands, profitez d'offres spéciales sur les nouveautés qui font déjà fondre les amateurs de glace. Craquez pour les glaces Kinder Bueno. Une onctueuse crème glacée, des éclats croustillants et toute la saveur unique que vous adorez. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Salut tout le monde, hallo zusammen, bienvenue dans l'émission Transfrontalière Grenzenlos du mois de septembre. Ça y est, une nouvelle saison débute ici pour l'émission en direct de ce bâtiment qui se trouve juste derrière moi. C'est ici que vous tombez lorsque vous appelez les urgences en Sarre. Et pour la toute première fois, nos caméras ont pu s'installer au centre d'appel d'urgence de Saarbrück, die Integrierte Leitstelle Saar, le cœur même du dispositif d'urgence du Land de Saar. Une visite exclusive, rien que pour vous. Und jetzt geht's los! Ils sont en alerte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ce sont les secouristes. Ambulanciers, pompiers, gestionnaires des appels d'urgence, les secouristes français et allemands peuvent-ils coopérer en cas d'urgence des deux côtés de la frontière franco-allemande? Eh bien, c'est la question que l'on s'est posée dans ce nouveau numéro Grenzenlos dédié aux secouristes. Notre objectif, comprendre d'abord comment le transport sanitaire se coordonne en milieu transfrontalier. Le centre d'appel d'urgence de Saarbrück est-il capable de répondre à un patient français? Les pompiers français et allemands peuvent-ils intervenir ensemble sur un incendie? Une enquête au cœur des réalités et des défis du secours transfrontalier. Enfin, en seconde partie d'émission, place à la sérénité. Nous vous emmenons en pleine nature. Connaissez-vous le concept de bain de forêt? Une pratique japonaise aux vertus thérapeutiques. Notre reporter Jens Scherer l'a testé pour nous dans notre session découverte signée au KTV. Okay, was ist passiert? Ja, wie alt ist Ihr Mann dann? Jetons un œil tout de suite derrière les coulisses du centre d'appel d'urgence ici à Saarbrück. C'est là où chaque seconde compte pour porter secours aux personnes qui sont actuellement en danger. Notruf. Der Notruf, Rettungsdienst und Feuerwehr, wo genau ist der Notfallort? Quand vous appelez les secours en Allemagne, c'est ici, à Saarbrück, que votre appel est pris en charge. Bienvenue à la centrale d'appel d'urgence de la Sarre, die Integrierte Leitstelle Saar, unique centre de réception des appels d'urgence du Land de la Sarre. Ici, chaque poste est occupé par un disponent. Ce n'est pas du personnel médical, mais des opérateurs hautement qualifiés. Une formation de 3 ans, incluant des cours de secourisme et une formation équivalente à celle des pompiers. Donc, ils savent poser des bonnes questions. S'agit-il d'une urgence médicale, d'un incendie, d'un autre type d'urgence? En Sarre, cette centrale d'appel d'urgence est gérée par la ZDRF, la Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung. Une centrale d'appel qui a une particularité. Ici, en Allemagne, les opérateurs déclenchent directement l'intervention des pompiers ou des ambulanciers sur le terrain sans passer par un médecin urgentiste, comme ça pourrait être le cas en France. L'équipe est cependant supervisée par un pompier. En Sarre, le système est intégré. En Moselle, les appels sont plutôt dispatchés. Chaque service d'urgence a en effet son propre centre d'appel. Le 18 vous met par exemple en contact avec le centre opérationnel du SDIS, géré par les pompiers. Le 15 avec le SAMU ou service d'aide médicale urgente. Rappelons que chaque année, le centre d'appel d'urgence de Saarbrück gère environ 160 000 appels. Les Français pourront-ils aussi bénéficier de ce système frontalier? Eh bien, je vous propose de découvrir ça maintenant au cœur de cette centrale d'appel de Saarbrück. Der Rettungsdienst kommt. Ihr Mann soll sich bitte hinsetzen, nicht mehr anstrengen, verengte Oberkleidung öffnen. Die Kollegen sind gleich bei Ihnen. Pour en savoir plus concrètement comment ce centre d'appel d'urgence peut aider la population de notre bassin transfrontalier, nous venons de rejoindre Tim Mattis, donc directeur de ce centre d'appel d'urgence à Saarbrück. Hallo Herr Mattis. Guten Tag, hallo. Vielen Dank, dass Sie an unserer Sendung teilnehmen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Schön, dass Sie da sind.
In Frankreich kann man sich sehr schnell verloren fühlen, wenn man den Notruf wählen muss. 15 für SAMU, 17 für die Polizei, 18 für die Feuerwehr und so weiter und so fort. Die Frage ist, welche Nummer soll ich hier für Notrufe wählen? Also wir haben in Deutschland tatsächlich 2 Notrufe. Einmal für die Polizei, die 110, aber für alle anderen können Sie den europaweit einheitlichen Notruf 112 wählen. Also für alle nicht polizeilichen Gesuchen können Sie hier anrufen. Okay, es geht hier um eine integrierte Leitstelle, so nennt sich das Ganze, die Notrufzentrale hier im Saarland. Heißt es, dass die integrierte Leitstelle hier alles zentralisiert wird sozusagen? Also die Integration bedeutet vor allem, dass wir unter der 112 den Rettungsdienst und die Feuerwehr zusammen haben, also dass das ineinander integriert ist. Im Saarland ist es tatsächlich so, dass wir hier eine Leitstelle für das gesamte Bundesland haben hier in Saarbrücken, wo wir uns gerade befinden und damit sozusagen etwa 1 Million Bürgerinnen und Bürger auch versorgen. Mit wie vielen Rettungswachen, mit wie vielen Rettungsdiensten arbeiten Sie eigentlich zusammen im Alltag? Also in der Trägerschaft befindet sich ja das bei uns, beim Zweckverband, aber wir haben dann im Ergebnis 4 Hilfsorganisationen im Saarland, die mit uns zusammenarbeiten und 2 Feuerwehren, die das physische draußen sozusagen machen. Die Leitstelle betreiben wir selbst und wir haben 37 Rettungswachen im Saarland, von denen aus wir dann das Land versorgen. Okay. Und welche Informationen muss ich dann unbedingt am Telefon mitteilen, wenn ich dann verloren bin? Ich habe gerade angerufen. Welche Informationen muss ich unbedingt jetzt mitteilen? Also wenn Sie die 112 gewählt haben und bei uns hier anrufen, haben wir in der Regel 2 Sachen, die für uns sehr wichtig sind. Das erste ist, wo Sie sich befinden, bzw. wo der Notfallort ist. Und das zweite ist natürlich, was wir relativ schnell versuchen herauszufinden, haben Sie ein medizinisches Problem? Also geht es eher in die Schiene des Rettungsdienstes oder geht es um technische Hilfe, brennt es? Also haben Sie einen Feuerwehrbedarf bei Ihnen vor Ort? Alles klar. Und nun stellen Sie sich vor, ich bin im Saarland mit französischen Freunden unterwegs. Ne? Und da passiert mir irgendwas. Leider ist es so. Aber in der Gruppe wird nur Französisch gesprochen. Kann man sich von der integrierten Leitstelle Französisch beraten lassen? Also wenn Sie dann hier anrufen unter der 112 und wir feststellen, dass Sie nur französischsprachig sind, hat unser Telekommunikationssystem eine Echtzeitübersetzungsfunktion für über 40 Sprachen tatsächlich. Französisch ist auch darunter. Und weil wir hier eben auch im Grenzgebiet sind, haben wir auch Kolleginnen und Kollegen, die tatsächlich auch fließend Englisch oder Französisch sprechen. Das können wir natürlich nicht immer steuern. Insoweit haben wir noch die technische Unterstützung. Aber den Notfallort und das Problem, das Sie haben, das würden wir mit Sicherheit abfragen können und Ihnen dann auch Hilfe senden. Wenn ich das gut verstehe, geht es um eine Software, das hier in den Computers integriert wird? So ist das. Also wir haben, wenn wir heute über Telefonie sprechen, ja nicht mehr das klassische Telefon auf dem Tisch stehen, sondern das ist ein softwarebasiertes System. Und dieses System bietet eben auch die Möglichkeit zur Echtzeitübersetzung. Der Notruf, Rettungsdienst und Feuerwehr, wo genau ist der Notfallort? Bonjour, je suis désolée, je me trouve là à Klein-Betersdorf au Saarland-Therme. Moment bitte. Französisch? Oui, oui, français. Votre appel sera traduit automatiquement. Veuillez parler lentement et clairement. J'ai un ami s'est blessé, il s'est cassé la jambe. Combien y a-t-il de blessés? Une personne. Il a trébuché. Oui, oui, il a trébuché sur les marches en accédant aux Saarland-Therme. Le patient respire-t-il? Oui, il respire encore. L'aide vient à vous. Tschüss. Okay, alles klar. Und seit einigen Jahren ist es so, die französischen Rettungssanitäter können Patienten zwischen dem Saarland und dem Departement Moselle transportieren. Mit wie vielen saarländischen Rettungseinrichtungen und französischen Rettungseinrichtungen arbeiten Sie eigentlich zusammen? Ist es so? Also für uns ist es primär natürlich die Leitstelle in Metz. Also wenn wir auch einen Anruf aus Frankreich bekommen, es gibt ja durchaus auch Notrufe, die hier bei uns eingehen, wenn man im Grenzgebiet das Handy sich im anderen System einloggt oder gibt ja auch ein paar deutsche Staatsbürger, die in Frankreich leben, haben wir primär Kontakt von hier mit der Leitstelle in Metz. So als zentraler Punkt. Und ansonsten sind eben, sagen wir mal, die Rettungswachen, die wir im Grenzgebiet haben, auch regelhaft die auch mal auf die andere Seite der Grenze dann zu Hilfeeinsätzen fahren. Und natürlich bei Notfallsituationen zählt jede Sekunde. Hier im Saarland, wie viel Zeit dauert es durchschnittlich, eine Person zu retten? Also wir haben da eine gesetzliche Planungsgröße. Wir sollen in 12 Minuten in der Regel am Notfallort sein, wenn er an einer öffentlichen Straße belegen ist. Und wir liegen da im Moment zwischen 10 und 10,5 Minuten im Schnitt, dass wir sozusagen über Saarland gesamt da sind. Das ist natürlich immer ein bisschen unterschiedlich. Wir sind heute hier in Saarbrücken in der Landeshauptstadt.
Landeshauptstadt, da sind die Wege etwas kürzer. Im Nordsaarland ist das unter Umständen ein bisschen anders, aber grundsätzlich haben wir da eine ambitionierte Zeit hier im Saarland und haben auch ein gutes Niveau, das wir erreichen. Ja, vielen Dank, Herr Mattes, für alle Informationen hier in der integrierten Leitstelle hier in Saarbrücken. En cas d'urgence vitale pour sauver des vies, chaque seconde compte. Pas de temps à perdre donc pour les équipes médicalisées. Elles doivent pouvoir intervenir au plus vite sur place. Et pour faciliter ce transport médicalisé entre la Sarre et la Moselle, de nombreuses conventions ont été signées depuis 2008. Désormais, le SMUR et les ambulanciers français peuvent traverser la frontière franco-allemande et emmener des patients français vers des services hospitaliers allemands. Voyons ensemble comment tout ça fonctionne concrètement dans ce reportage d'Émilie Capodici. Ce matin, à Forbach, 2 ambulanciers se préparent à prendre la route. Leur mission, transporter une patiente de Stirin-Wendel jusqu'à sa séance de dialyse en Sarre, à Duttweiler. Quand on est dépêché sur place, donc c'est par la demande déjà d'un médecin traitant ou par la demande du SAMU. Et c'est la régulation qui nous envoie vers les différentes missions. On va transporter une patiente qui va aller en dialyse en Allemagne. Donc c'est un transport en ambulance. La personne sera sur brancard, transport allongé. On va l'amener à sa dialyse. Donc c'est une patiente qu'on connaît très bien, qui roule avec nous depuis longtemps. Vous inquiétez pas, on est là pour ça. Merci. De part et d'autre de la frontière, l'organisation des secours diffère. En France, les ambulanciers privés assurent principalement les transports programmés. Les urgences sont prises en charge par les pompiers et les équipes médicalisées du SAMU. En Allemagne, il existe 3 catégories d'ambulanciers. Les Rettungssanitäter, leurs compétences se limitent aux premiers secours, à l'assistance aux médecins et aux soins de base. Ensuite, les Rettungsassistenten, ils ont plus de responsabilités et peuvent prendre en charge des patients plus critiques, réaliser certains gestes médicaux sous protocole ou supervision. Enfin, les Notfallsanitäter, grade le plus élevé, il est le principal acteur des interventions d'urgence, y compris réanimation, perfusion et administration de certains médicaments. Pour les ambulanciers, rien ne change par rapport à un transport de patients classique vers la France, même pas tellement la barrière de la langue. Alors, il se presse Deutsch ein bisschen. C'est un peu compliqué, mais bon, on arrive quand même plus ou moins à se débrouiller, et l'équipe en Allemagne essaie aussi de se débrouiller à parler en français. Mais dans tous les cas, on arrive à se débrouiller et on a des patients qui sont formidables, qui parlent très bien allemand. Donc on en profite de leurs compétences pour transmettre les informations. Voilà. Ces transferts transfrontaliers restent encore rares. La majorité concerne les patients dialysés. Mais en cas d'urgence vitale, les conventions permettent d'orienter un malade directement vers l'hôpital de Völklingen, le centre de cardiologie interventionnelle le plus proche. Alors du coup, on est à la clinique de Völklingen spécialisée en cardiologie et on est venu récupérer une patiente qui est venue ici avec le SMUR et là du coup on va la transférer à l'hôpital de Marie-Madeleine à Forbach. J'ai une maladie, j'ai une myopathie musculaire et le taux était élevé, je ne sais pas exactement le nom, le taux était élevé et ils pensaient que c'était dû à ça, ils m'ont dit c'est bon et quand j'ai voulu mettre le tampon, ils m'ont couru derrière, ils m'ont dit madame vous faites un arrêt cardiaque. Je crois en 10 minutes, il y avait déjà le SAMU qui m'a transféré ici. Reste la question du remboursement. La convention franco-allemande Mosar simplifie considérablement les démarches des patients transfrontaliers. Grâce à la carte européenne d'assurance maladie, les soins d'urgence sont pris en charge automatiquement par la sécurité sociale française, tandis que les soins programmés peuvent être remboursés selon le taux allemand après une simple demande préalable. Ce dispositif permet non seulement de gagner un temps précieux, mais aussi dans certains cas de sauver des vies. Depuis 2024, cette logique de proximité et de coopération profite également aux patients allemands, qui peuvent désormais accéder au service de médecine nucléaire de l'hôpital Robert Pax à Sarreguemines, depuis la clinique de Saarbrück ou celle de Völklingen. Pour en savoir plus sur le rôle des pompiers français et allemands, on se retrouve maintenant ici même à la caserne des pompiers professionnels de Saarbrück. Guten Tag, Herr Neubert. Guten Tag. Bonjour, Commandant Oberrosa. Merci beaucoup d'être là. Vielen Dank, dass Sie mit dabei sind. Et oui, Monsieur Oberrosa, les pompiers français ne sont pas que des soldats du feu, ils sont également sollicités dans des situations d'urgence médicale. Pouvez-vous nous en dire quelques mots ? Alors, comme vous l'avez dit, effectivement, les sapeurs-pompiers ont plusieurs missions, hein, puisqu'on est passé du soldat du feu d'il y a 20 ans au soldat de la vie et au soldat du climat.
Donc le soldat de la vie, nous avons des missions de secours d'urgence et de soins d'urgence aux personnes, avec des missions qui deviennent de plus en plus larges avec les dernières années. Et puis le soldat du climat, avec le réchauffement climatique, on l'a encore vu cet été avec les feux de forêt et les inondations de l'année dernière, que les sapeurs-pompiers sont également en première ligne sur ces missions-là. Was sind die Aufgaben eigentlich von der Berufsfeuerwehr in Saarbrücken? Ja, die Aufgaben der Feuerwehren in Deutschland erstrecken sich vorrangig auf das Retten von Menschen und Tieren, Schutz von Sachwerten und Umwelt. Das sind die klassischen Aufgaben, aber als Berufsfeuerwehr wirken wir unter anderem auch noch im Rettungsdienst mit und die Feuerwehren sind in Deutschland auch in das integrierte Hilfeleistungssystem eingebunden. Das heißt, sie wirken auch im Katastrophenschutz und im Zivilschutz mit, die bei größeren Schadenslagen entsprechend auch zum Tragen kommen, diese Strukturen. Et il paraît aussi qu'au niveau structure, il y a quelques différences entre la France et l'Allemagne, Monsieur Oberhauser. Bien, oui, effectivement, le SDIS, c'est le service départemental d'incendie et de secours. Donc, c'est une structure qui est départementale. L'ensemble des unités opérationnelles constituent la force de frappe des sapeurs-pompiers mosellans. Et, ce qui peut être différent avec nos collègues allemands qui, eux, ont plutôt une organisation qui se rattache à la commune. Das sind im überwiegenden Teil freiwillige Feuerwehren, die von ehrenamtlichen Kräften getragen werden. Im Saarland haben wir eine Berufsfeuerwehr, weil wir nur eine Kommune haben, die mehr wie 100.000 Einwohner hat. Und das ist hier Saarbrücken, wo eine Berufsfeuerwehr vorgehalten wird. Aber wir haben auch hier in der Stadt Saarbrücken ehrenamtlich organisierte Einheiten der freiwilligen Feuerwehren, die in einem eng verzahnten System zusammen mit der Berufsfeuerwehr die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger gewährleisten. Et dans une situation d'urgence, je continue avec vous, Monsieur Oberhauser. En général, vous intervenez en premier donc sur le terrain en France, puisque c'est en général beaucoup les pompiers qui sont sollicités aussi dans le cadre de situations d'urgence. Donc vous menez les premiers secours et en général, ce qui se passe, c'est que le SMUR intervient et reprend le relais. Mais il paraît que l'on peut également devenir infirmier, pompier. Dites-moi tout. Oui, effectivement. Alors, parmi les sapeurs-pompiers, il y a plusieurs fonctions qui sont tenues, et notamment dans le domaine du secours médical, on retrouve des médecins, on retrouve des infirmiers, on retrouve des pharmaciens, des vétérinaires, qu'ils soient professionnels ou volontaires. Donc effectivement, on peut souscrire un engagement en étant infirmier dans le milieu médical, dans un centre hospitalier par exemple. On pourrait concrétiser un engagement de sapeurs-pompiers volontaires et occuper spécifiquement cette mission-là au sein des sapeurs-pompiers. Monsieur Deubert, Sie haben gerade erzählt, in Deutschland ist es so, dass die Personenrettung auch zu Ihren Aufgaben gehört, hier im Saarland. Kann es auch so sein, dass Sie Krankenpfleger hier in der Feuerwehr haben? Der Landeshauptstadt Saarbrücken betreiben wir 3 Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Und die Kollegen der Berufsfeuerwehr haben neben der feuerwehrtechnischen Ausbildung auch allesamt eine notfallmedizinische Ausbildung. Das heißt, es sind alle Kollegen mindestens zum Rettungssanitäter qualifiziert. Und einzelne Kollegen, das ist dann eine 3-jährige Fachausbildung, auch zum Notfallsanitäter, vergleichbar letztendlich mit der Qualifikation eines Intensivfachpflegers, die dann die Kollegen draußen entsprechend die notfallmedizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten am Notfallort gewährleisten. Ok. Et malgré ces différences, il paraît que cette coopération transfrontalière entre sapeurs-pompiers mosellans et sarrois va se développer encore à l'avenir, puisque une convention a été signée en début d'année, donc une convention de coopération. Que prévoit-elle exactement cette coopération, Monsieur Oberhauser? Alors cette convention a été signée en avril 2025. Elle prévoit notamment de régler un certain nombre de formalités administratives du secours quotidien finalement, parce que la collaboration franco-allemande n'est pas récente, elle date depuis de nombreuses années, de nombreuses décennies, avec notamment des manœuvres organisées entre des centres et des unités allemandes ou françaises, avec des formations communes. Mais là, cette convention permet de gérer administrativement le secours du quotidien, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut régler des problématiques quotidiennes sur des interventions plutôt traditionnelles que des grosses interventions où on a déjà pu collaborer par le passé.
Mais alors concrètement, quand est-ce que les pompiers ont le droit de passer la frontière? Premier cas de figure, la frontière n'est pas claire. Lorsqu'un appel d'urgence arrive et qu'il est impossible de savoir si l'accident est en France ou en Allemagne, les deux centres de coordination envoient immédiatement leurs pompiers. Une fois arrivés sur place, les forces d'intervention commencent immédiatement les opérations. La direction des secours est ensuite confiée au pays sur lequel se trouve réellement le sinistre. Deuxième cas de figure, un pays demande de l'aide à l'autre. Pour un sinistre de grande ampleur nécessitant l'intervention ciblée de renforts ou de ressources spécialisées, un pays peut appeler en renfort les pompiers du pays voisin. Les moyens nécessaires sont mobilisés, qu'ils soient proches ou plus éloignés. En principe, les accords prévoient que les pompiers sarrois peuvent demander l'aide du département de la Moselle et vice-versa. Alors je propose que l'on aille voir tout ça de plus près pour pouvoir intervenir des deux côtés de la frontière. Pompiers français et allemands doivent pouvoir se coordonner. Des exercices en commun ont lieu pour tester la capacité d'adaptation de chacun. Exemple dans ce reportage tourné à Wallsbronn. Ok, et comment t'as fait? T'as donné comment, toi? 64 sapeurs-pompiers mobilisés à Wallsbronn. Parmi eux, 28 Français et 36 Allemands. Ils se sont retrouvés pour travailler leur coordination lors d'un exercice. Une simulation d'incendie dans le regroupement scolaire de la commune du Pays de Bitche, situé à 2 pas de la frontière avec la Rhénanie-Palatinat. Une première manœuvre de cette envergure sur le bassin de Volminster-Orbach-les-Bitches. On a engagé 2 groupes incendie, un groupe de soutien et d'alimentation en eau pour assurer la pérennité du dispositif hydraulique de l'intervention. Et pour ce faire, au niveau des groupes, on a fait des équipes mixtes avec des moyens français et des moyens allemands. Le but, c'est que les pompiers français et allemands travaillent ensemble, apprennent à se connaître. Cette manœuvre a aussi permis de prendre en compte les différences entre la France et l'Allemagne et de tester le matériel à disposition pour travailler de manière optimale. Donc on peut voir ici un raccord qui permet de pouvoir raccorder un tuyau allemand avec sa pièce de jonction qui se combine sur un raccord français qui permet d'alimenter un engin français. Donc finalement, l'objectif de cet exercice-là, c'est de pouvoir mettre en œuvre ces matériels qui sont présents dans les unités en périphérie de la compagnie, c'est-à-dire sur le volet frontalier entre la France et l'Allemagne. Donc pour le coup, on a les unités de Volminster, Schweyen et Wallsbronn qui sont jouées dans cet exercice. Et ces unités disposent des pièces qui permettent de pouvoir faire les raccords. Une convention a été signée entre le département de la Moselle et les Landes de Sarre et de Rhénanie-Palatinat. Elle permet de déclencher plus facilement des opérations communes en cas d'incendie d'un côté ou de l'autre de la frontière. Les pompiers de Rhénanie-Palatinat ont un petit peu d'avance sur les pompiers sarrois car la convention a été signée en octobre 2023. Donc depuis, des premières actions ont déjà été mises en place pour faciliter le travail d'intervention entre pompiers français et allemands en milieu transfrontalier. Et justement, je me demandais, Monsieur Oberhauser, quel type finalement de matériel vous utilisez? Est-ce qu'il y a vraiment en général des différences ou est-ce qu'il y a déjà eu des harmonisations en termes de matériel? Les matériels sont mis en œuvre par l'entité propre, donc avec le matériel qui lui est propre. Outre le matériel par exemple utilisé pour raccorder ensemble nos tuyaux, on peut par exemple être confronté à une différence dans l'utilisation de nos radios. Donc, et pour pallier à ce problème-là, eh bien, on peut remettre une radio qui est par exemple sur le système français à l'officier allemand et qui permet du coup de parler ensemble. Donc nous avons peut-être un système différent, mais nous avons trouvé des solutions pour y pallier. Auch die Hürde, die Herr Oberhauser angesprochen hat, in Bezug auf die Funkgeräte, würde so gelöst werden, dass wir uns dort gegenseitig mit Funkgeräten behelfen würden. Das heißt, man würde ein Funkgerät ausgeben, was dann den Kollegen des Nachbarlandes halt eben entsprechend zur Verfügung steht, sodass letztendlich auch hier die Kommunikation sichergestellt werden kann. Alles klar. Und wer finanziert eigentlich diese Operationen, diese Einsätze? C'est qui prend en charge finalement les opérations, le coût financier de ces opérations sur place? Es gibt ein Abkommen schon bereits aus dem Jahr 1977, was die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei Katastrophen und großen Schadensereignissen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Frankreich regelt. Und dort ist es letztendlich so, wie es jetzt auch in dem neuen Abkommen hier auf der Ebene des Departements Moselle und Saarland beschrieben ist. Grundsätzlich ist die Hilfe gegenseitig kostenlos, wenn wir natürlich dort teure Einsatzressourcen, ich denke jetzt hier zum Beispiel
an Schaumittel in größerem Umfang zur Verfügung stellen würden, würden diese Sachkosten berechnet werden. Aber die Hilfeleistung ist in dem gut nachbarschaftlichen Verhältnis, was wir zwischen diesen beiden Ländern haben, grundsätzlich kostenfrei. D'accord. Et au niveau de la communication entre vous, parce qu'on a parlé de la coordination, mais au niveau communication pure et simple, la langue, comment vous faites pour vous comprendre les uns avec les autres? Eh bien, on a parmi les sapeurs-pompiers mosellans quelques dizaines de sapeurs-pompiers qui parlent encore couramment le platt ou l'allemand, et ça permet du coup de faciliter nos échanges lorsque nous nous rencontrons. Et puis nous avons également des systèmes de traduction avec des traducteurs qui viennent lors de réunions par exemple ou de rencontres. Was wir zum jetzigen Zeitpunkt bereits haben, ist ein Übersetzungslexikon auch für Fachbegriffe, das auch gerade den Führungskräften dann eine wertvolle Unterstützung im Einsatz bietet. Aber natürlich auch gemeinsame Sprachangebote würden hier für die Zusammenarbeit grenzüberschreitend zuträglich sein. Merci beaucoup à vous deux. Vielen Dank, dass Sie an unserer Sendung teilgenommen haben. Merci beaucoup. Merci. Vielen Dank. Et maintenant, une petite pause découverte dans l'émission Grenzenlos. Connaissez-vous le concept de bain de forêt? Eh bien, il tire son origine du japonais Shinrin-yoku et signifie se baigner dans la forêt ou plutôt s'imprégner de son atmosphère. Cette approche particulière de la nature et de la forêt est également proposée dans le sud-ouest du Palatinat. Jens Scherer, notre reporter, a accompagné une praticienne certifiée du bain de forêt près de Pirmasens. Christine Schmidt souhaite que ses invités qu'elle emmène dans la forêt du Palatinat ralentissent, perçoivent la forêt de manière consciente et puissent se déconnecter de leur quotidien. Pendant la pandémie, elle a redécouvert la forêt et y a passé des heures. C'est alors qu'elle a entendu parler d'une académie de bain de forêt où l'on peut suivre tous les cours nécessaires pour obtenir une certification et ainsi accompagner des enfants, des adolescents ou des adultes dans la forêt. L'idée est de flâner, de ne ressentir ni hâte ni pression, d'ouvrir les sens à tout ce que l'on peut voir ou entendre. L'expérience commence dans ces groupes de taille souvent très variables par de très courtes discussions de réflexion. Dass die Leute mir sagen, so die ersten 5 Minuten, 10 Minuten, wo ich bitte, einfach bei sich zu bleiben und wir irgendwo hochgehen oder in die Atmosphäre des Waldes eintreten, dass das die Leute brauchen, um sich selbst zu sammeln. Ne? Also da wird auch wirklich dieses Reden eingestellt. Und wenn wir uns dann im Wald noch mal im Kreis treffen und dann breite ich meistens die Sachen aus, die ich dabei habe, lasse die Leute selbst die Hängematte aufhängen. Das dauert auch meistens 20 Minuten, weil sie sich gar nicht auskennen damit. Und wenn sie aber dann darin liegen, und dann sind sie einfach glücklich. Und man sieht es an den entspannten Gesichtern. Christine Schmidt utilise presque toujours le hamac. Pour elle, on se balance dedans comme dans le ventre maternel et on peut complètement lâcher prise. On vit la forêt avec ce regard inhabituel, du bas vers le haut. En plus, la guide de bain de forêt aime envoyer ses participants dans les bois avec de petits accessoires pour qu'ils gardent les yeux ouverts. Die Lupen sind oft das Highlight. Ich habe verschiedene. Ich habe oft Lupen mit Licht. Die Kinder dürfen sich dann angucken, was sie möchten. Mich hat es damals in der Ausbildung auch fasziniert, mir Moos anzuschauen. Das sieht von oben aus, wenn das vielfach vergrößert ist, wie ein Urwald. Oder auch mit Lupen die Baumrinde, Bäume, egal was anzuschauen, Blätter, wie die strukturiert sind. Même les enfants très actifs finissent rapidement par se calmer quand la forêt déploie son effet. Marcher pieds nus sur la mousse a également un effet particulier. La durée de la visite en forêt est en général laissée au choix des participants. Schmidt recommande toutefois de prendre le temps. Wenn ich dann halt sage, so 1 Stunde bringt nicht viel, so
wirklich klassisches Waldbaden ist halt ab 2,5 Stunden, dass man wirklich runterkommt. Und wenn die Leute das dann hören, dann denken die immer: „Ach Gott, so viel Zeit habe ich gar nicht“, aber man soll sich halt die Zeit auch für sich nehmen. Und, wenn die Zeit dann vorbei ist, dann sagen sie: „Ach, jetzt hätte ich doch noch 'ne Stunde im Wald bleiben können.“ Also, die sind völlig tiefenentspannt. Und ich habe schon, Kinder geführt, und Jugendliche, die zum Beispiel in den Ferien Ferienprogramm gemacht haben. Da versuche ich immer, dass Wasser im Wald ist, dass die Kinder auch mal Flose bauen können. Also, ja, sich selbst wieder überlassen, probieren, genau, selbst organisieren. Avec des couleurs, on peut reproduire le veinage de l'écorce. De petits cadres permettent de se concentrer sur un détail intéressant. Des petites cartes de mission invitent à trouver quelque chose de doux, de grand ou de jaune. Ensemble, on peut construire quelque chose avec du bois ou de la ficelle. Les possibilités sont nombreuses. On peut réserver une séance de bain de forêt très facilement sur le site internet de Christine Schmidt, que ce soit en petit ou grand groupe, pour quelques heures ou une demi-journée. L'important est de se laisser imprégner par l'atmosphère de la forêt. Et quand ça devient une situation d'urgence extrême, les secouristes peuvent prendre les airs. On vous présente Christophe 16, l'hélicoptère. Généralement, il part avec une équipe de 3 personnes, un ambulancier, un médecin secouriste et un pilote de la DAC. Nous aussi, on s'envole pour de nouvelles aventures dans Grenzenlos. Je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le mois prochain pour de nouvelles aventures transfrontalières. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.